Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on va voir ensemble, comme vous l'avez vu dans le titre, qu'adviendra-t-il du mining après ETH 2.0. On va ensemble explorer des pistes de réflexion justement pour savoir ce qui pourrait se passer après ETH 2.0. Voilà, je vous invite à suivre cette vidéo et on se retrouve tout de suite. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut comprendre ce qu'est ETH 2.0. ETH 2.0, c'est tout simplement le passage du Proof of Work au Proof of Stake. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va passer du mining au stacking. Ce qui veut dire concrètement qu'on n'aura plus besoin de mineurs. On n'aura plus besoin de cartes graphiques, on n'aura plus besoin de machines de calcul. Concernant maintenant la date du passage à ETH 2.0, eh bien cette date, on la connaît maintenant et elle devient de plus en plus sûre. C'est tout simplement aux alentours du 22 juin. C'est pas n'importe qui l'a annoncé, c'est l'un des développeurs d'Ethereum 2.0, donc Superfees, qui annonce justement que ça sera aux alentours du 22 juin. Donc là, on est quasiment sûr que ça sera cette année et que ça sera aux alentours du 22 juin. Alors évidemment, on pourrait se dire, étant donné que moi j'ai connu aussi ETH 2.0, soi-disant en 2018, en 2019, en 2020, et même en 2021, c'est-à-dire qu'on l'a sans cesse repoussé. Ça fait longtemps qu'on nous annonce la fin du mining pour Ethereum, et systématiquement c'est repoussé à chaque fois. Donc on pourrait encore se dire cette fois-ci, bah non, de toute façon ça va être repoussé. C'est peut-être le cas, bon j'en doute fort, parce qu'il y a beaucoup d'éléments actuellement qui prouvent que ça pourrait vraiment se passer. Et au final, comme l'avait dit Vitalik, le problème en réalité, ça n'a jamais été un problème technique. En tout cas selon lui, ça a toujours été un problème au niveau de l'équipe, parce qu'il y a beaucoup de membres de l'équipe qui ne souhaitaient pas passer encore en ETH 2.0. Donc là on va partir du principe que c'est acté et que ça va réellement arriver. Comme ça on pourra par la suite créer des hypothèses sur la suite après ETH 2.0. La puissance de calcul est actuellement à 1 million de gigahash par seconde. La difficulté quant à elle est à 12 939 Tera. Pourquoi je vous donne ces deux indicateurs? Tout simplement pour que vous compreniez comment fonctionne la difficulté par rapport au hash rate. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces réseaux-là, sur Ethereum et même sur Bitcoin et sur beaucoup d'autres crypto-monnaies qui se minent, on veut avoir une production prédictible de crypto. C'est-à-dire on veut que tous les temps de secondes, on produise tant de crypto. Et pour s'assurer justement de ça, on est obligé derrière d'ajuster la puissance de calcul, donc de faciliter ou non la résolution mathématique du problème. Donc plus il y a de puissance de calcul, plus forcément la difficulté va augmenter. Et au contraire, moins il y a de puissance de calcul, plus la difficulté va baisser. Toujours pour s'ajuster à la prédiction de crypto-monnaies. Il faut toujours qu'il y ait tant de crypto-monnaies toutes les secondes. Et c'est comme ça qu'on ajuste. Sur le Bitcoin, par exemple, ça met 15 jours à s'ajuster. Et sur Ethereum, c'est très rapide, ça se fait pratiquement tous les 12 blocs, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, ça s'ajuste assez rapidement. Sur What2Mine, vous pouvez voir par exemple qu'il y a différentes cryptos qui se minent, et vous pouvez voir en bas le réseau et la difficulté à chaque fois. Évidemment, c'est difficilement comparable, tout simplement parce que chaque carte graphique va miner différemment, donc on va avoir une puissance de calcul différente en fonction de l'algorithme qu'on va lui donner. Mais ce qu'il faut comprendre malgré tout, c'est que dès lors qu'on va passer d'ETH à ETH 2.0, donc on va passer au Proof of Stake, cette puissance de calcul là qu'il y a ici, elle va forcément se répartir sur différentes cryptos. Les mineurs d'Ethereum vont pas arrêter du jour au lendemain le mining en un claquement de doigts. Ils vont tout simplement aller là où c'est encore rentable. Donc ils vont sûrement aller sur la première crypto qui sera rentable juste après Ethereum. Donc ça pourrait être par exemple le Flux, le Ravencoin ou peut-être d'autres cryptos qui apparaîtront à ce moment-là. On n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que cette puissance de calcul, elle va se répartir sur différentes cryptos. Et c'est quoi l'impact? L'impact, c'est que forcément la difficulté va augmenter et la rentabilité va forcément baisser. Quand je vous dis que la rentabilité va fortement baisser, en fait, j'en sais rien. C'est une hypothèse, évidemment. Et c'est pour ça que jusque-là, en fait, je vais vous formuler des hypothèses. Ce qu'on a vu juste avant, c'est que la puissance de calcul va forcément se répartir. Sur ça, on est d'accord. Mais sur la suite, ce sont des hypothèses que je vais vous formuler et c'est à vous de vérifier si, selon vous, c'est vraisemblable ou pas. Et moi, je vous donne tout simplement des hypothèses possibles et je vous donnerai aussi mon avis. Donc, il y a le scénario de la puissance de calcul va se répartir sur les autres cryptos. Les cryptos, elles, ne vont pas prendre de valeur ou vont rester stagnantes au début et vont se retrouver avec une difficulté qui va augmenter et donc pour les mineurs, ça va être une rentabilité en baisse. Donc forcément, qui dit rentabilité en baisse dit plus de temps pour atteindre son ROI, son retour sur investissement. Donc là, je vous présente le pire des scénarios. Le problème, c'est que c'est pas la fin du scénario. Le problème, c'est que si l'électricité vous coûte plus cher que ce que ça vous rapporte,
vous allez avoir tendance à vouloir vous débarrasser de votre matériel. C'est logique. Ce qui se passe du coup à ce moment-là, c'est que vous n'allez pas être le seul à penser comme ça. Évidemment, il y a plein de mineurs avec vous qui vont penser de la même manière et qui vont vouloir écouler leur stock. Le problème, c'est que sur un marché, comme vous le savez, c'est régi entre l'offre et la demande. Si derrière la demande suit l'offre, il n'y a pas de souci, ça s'équilibre. Donc forcément, il n'y a pas besoin de modifier les prix. Mais dans le cas où l'offre est plus importante que la demande, logiquement, il y a une baisse des prix. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de mineurs qui n'auront pas de scrupules à vendre leur matériel à bas prix, tout simplement parce qu'ils ont déjà atteint leur retour sur investissement et qu'en réalité, c'est que du bonus pour eux. Donc, ça ne me choquerait pas de voir apparaître des cartes graphiques à peut-être 400 €, des RTX 3090 à 500, 600 €. J'en sais rien, évidemment, je dis ça comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est au vu de l'expérience, au vu de mon expérience et de ce qui s'est déjà passé après la période de bear market de 2018 à 2020, ce qui s'est passé en gros, c'est qu'on pouvait trouver des RX 580 8 Go Nitro Plus à 60 €, voire 40 € si vous les achetiez en lot. En fait, tout le monde voulait s'en débarrasser, simplement parce que c'était plus rentable. Donc en gros, comme vous l'aurez compris, ça crée un effet domino, et au final, les seuls qui en profiteront, dans ce scénario-là, en tout cas, c'est les gamers, qui eux vont pouvoir profiter de cartes graphiques à moindre prix. Donc ça, c'est un scénario possible. Si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement, on peut se dire aussi que c'est possible dans la mesure où les mineurs, en fait, si vous regardez bien, ne créent pas de valeur sur une crypto. En effet, les mineurs, c'est de la création ex nihilo. Donc ceux qui vont créer de la liquidité, c'est qui? C'est les acheteurs. C'est eux qui arrivent avec leurs fonds et qui créent de la valeur, qui donnent de la valeur à une crypto. Ils le font dans l'optique de gagner plus d'argent. On n'achète pas une crypto juste pour la garder. On veut garder une crypto et pouvoir la vendre plus cher plus tard. Ça, c'est la logique de tous les acheteurs et c'est votre logique à vous aussi. Le truc, c'est qu'un acheteur, il va avoir tendance à garder une crypto s'il a un intérêt à la garder. S'il n'a pas d'intérêt à garder cette crypto, il va la vendre. Et si derrière, il y a plus de ventes que d'achats, forcément, le prix baisse. Et le problème, c'est ce qui se passe avec les cryptos qui se minent et qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont rien derrière, qui ne créent pas en fait d'écosystème qui oblige ou qui incite les acheteurs à garder leur crypto. L'écosystème, ça peut être très simplement du pooling, par exemple, le fait de mettre des pools de liquidité, ou du stacking qui va donner un intérêt à l'acheteur de mettre de côté ses cryptos, de les bloquer, et en échange, il obtiendra des intérêts. Ça crée de la valeur et ça maintient le prix d'une crypto. Quand il n'y a absolument aucun écosystème, qu'il n'y a pas d'écosystème par exemple pour les NFT, pour les exchanges ou quoi que ce soit, ce qui est le cas d'ailleurs pour Ethereum qui a un système où il y a énormément d'NFT, et donc les NFT vont créer des frais de transaction qui vont ensuite être distribués aux mineurs. Donc ça crée de la valeur, tout ça. Tout ça, ça crée de la valeur sur le réseau. Le problème, c'est que par exemple pour le cas de Chia, on voit très bien ce qui s'est passé. Au début, il y a eu un fort engouement, et ensuite, les mineurs, eux, ils gagnent des Chia. Donc eux, ce qu'ils font, la plupart du temps, c'est qu'ils vendent. Ils vendent systématiquement les Chia qu'ils ont gagnés. Le problème, c'est qu'ils s'arrêtent pas. Ils continuent. Et c'est comme ça que la crypto, au final, perd énormément de valeur. Le problème, c'est que c'est le cas de beaucoup de cryptos qui ne servent à rien, qui ne se minent, mais qui n'ont pas d'écosystème derrière. C'est ça le problème, c'est que derrière, si vous n'arrivez pas à séduire des acheteurs, il n'y a personne qui viendra sur votre crypto, il n'y a personne qui soutiendra le prix. Et justement, je vais vous montrer un contre-exemple d'une crypto qui a tout compris, et c'est exactement le modèle qu'il faut prendre, c'est le cas du flux. Le flux, c'est l'effet inverse. La crypto se mine, elle prend de la valeur parce que derrière, il y a des acheteurs qui croient en cette crypto et qui du coup vont lui donner de la valeur. C'est beaucoup une histoire de croyance. C'est la croyance de pouvoir faire des profits. S'il n'y a pas de croyance de faire des profits, votre crypto, il n'y a personne qui va l'acheter. Donc sur le flux, ils ont su maintenir une croyance de faire des profits. Sur flux, justement, ils ont un très bon écosystème qui permet justement de maintenir la valeur et même de donner un peu plus de valeur à la crypto. Le problème, c'est que même après ça, la puissance de calcul sera tellement importante que forcément, même sur le flux, ça va être trop. En fait, vous allez avoir énormément de mineurs qui vont se répartir un gâteau avec des parts de plus en plus petites, mais ils vont tous avoir un intérêt à vendre directement la crypto. Et à ce moment-là, ça va être de plus en plus difficile pour la crypto de soutenir son propre prix. C'est pour ça que je vous dis que ça, dans ce scénario-là, ce scénario que je viens de vous présenter là, c'est un scénario qui ne plaît à personne. Mais malheureusement, c'est un scénario possible. Évidemment, il y en a d'autres. Je vais vous montrer d'autres scénarios possibles. Un deuxième scénario possible, c'est un scénario un peu plus optimiste que le premier, c'est que ETH 2.0 serait un échec, tout simplement, c'est-à-dire qu'on passerait difficilement du Proof of Work au Proof of Stake. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ETH 2.0 sera une première. Une première pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'aura jamais vu un tel réseau, autant de capitalisation pour une crypto, passer du Proof of Work au Proof of Stake.
Effectivement, il y a d'autres cryptos qui sont déjà en Proof of Stake, vous le savez très bien. Il y a par exemple l'Osmosis, vous avez aussi l'Atom, qui sont des cryptos qui sont en Proof of Stake, mais ça n'a rien à voir au niveau de la capitalisation avec Ethereum. Et c'est pareil pour par exemple Horizon, eux ils ont un système hybride, à savoir un système à la fois Proof of Stake et Proof of Work. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ETH 2.0, c'est bloquer ces cryptos, c'est bloquer des Ethereum, 32 Ethereum exactement, pendant une durée de 2 ans, pour garantir du coup le réseau. Donc vous faites de la preuve par l'enjeu, la preuve par le stockage de vos cryptos. Ça ne pourrait pas forcément plaire à tout le monde, parce que forcément il y en a certains qui préféreraient, eux, avoir une rentabilité qu'ils maîtrisent, donc le mining offre cette possibilité. Donc ça pourrait aussi déplaire à beaucoup de monde, et ça pourrait être un échec aussi. Mais je n'en sais absolument rien, c'est une hypothèse que je balance aussi. D'ailleurs, si vous regardez CoinMarketCap, vous regardez et vous voyez par exemple que dans le top 10, imaginons, il y a beaucoup de cryptos qui sont des cryptos en stacking actuellement, qui utilisent le système stacking. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont en partie des tokens ERC20 de la blockchain Ethereum. Évidemment, USDT, c'est sur plein de blockchains, mais majoritairement, c'est sur la blockchain Ethereum. Si vous regardez dans le top 10, mis à part l'USDC et l'USDT qui dépendent évidemment du réseau Ethereum, eh bien, et le Bitcoin qui a son propre réseau de mining, vous avez le BNB, ça c'est tout simplement du Proof of Stake, mais c'est contrôlé, c'est centralisé. Vous avez le XRP, centralisé aussi, le Cardano décentralisé, le Terra décentralisé, Solana décentralisé, Binance USD forcément centralisé puisque c'est lié au BNB. Et en fait, vous avez de plus en plus de cryptos qui sont dans le top, qui sont de plus en plus de cryptos qui sont en Proof of Stake et qui sont souvent à la limite de la centralisation. Ce qui veut dire que la tendance n'est pas à la décentralisation selon moi, mais plus à justement à la rapidité. On cherche aujourd'hui des cryptos avec des réseaux rapides, quitte à ce que ces réseaux soient centralisés. On s'inquiète même plus de savoir si c'est décentralisé, s'il y a un problème au niveau de la gouvernance, on s'en fout. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Donc, est-ce que par la suite, il va pas se poser aussi une question de la décentralisation? Est-ce que cette question va pas arriver plus tard? Et justement, est-ce qu'on va pas se dire au final, finalement, le Proof of Work, c'était la meilleure façon de décentraliser un réseau et de le sécuriser? Est-ce que c'est pas une question qui va revenir et qui pourrait justement faire qu'on puisse repasser petit à petit au Proof of Work et que la tendance s'inverse? La tendance actuelle, c'est plus de passer au Proof of Stake. Donc ça, c'est à voir aussi. Le truc, c'est que, évidemment, encore une fois, je vais vous le dire, je n'en sais rien. Je vous propose des pistes de réflexion. Donc, afin que cette vidéo ne soit pas trop longue, je vais peut-être faire une partie 2 pour justement présenter d'autres scénarios possibles. Évidemment, je vous invite en commentaire à m'expliquer, vous, vos scénarios possibles et surtout à les argumenter, évidemment, pour me dire justement ce que vous pensez. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Alors après, c'est à vous de me dire si cette vidéo, c'est de la merde, si mon raisonnement est merdique et qu'au final, c'est inapplicable, ou si au contraire, vous pensez qu'il y a des bons points, mais qu'il faudrait que j'améliore certains points sur ma réflexion. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer votre propre réflexion. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et évidemment, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!